Nous avons développé pour vous des solutions fiables qui combinent efficacité et souplesse, couvrant l'ensemble de vos processus métiers pour garantir l'excellence professionnelle et l'optimisation de votre performance opérationnelle. Tout ceci à travers des modules homogènes et finement conçus pour répondre à vos besoins. On va démarrer. La solution Manar offre une intégration front-to-back globale pour des stratégies précises et réfléchies, modulaires, ouvertes, évolutives et fortement paramétrables. La suite Manar permet également une flexibilité hors norme, garantissant une adaptation sur mesure aux besoins de nos clients. Nous mettons également à disposition de nos partenaires l'expertise et l'accompagnement sans faille de nos équipes, composées de directeurs de projet, chefs de projet et de consultants technico-fonctionnels. Merci Serge, à ton signal, tu me rassures qu'on est en direct et je vais reprendre la parole. Serge, à ton signal. Hein. Mesdames, Messieurs, merci. Nous sommes là pour la deuxième partie de ces échanges. Donc on aura la séance débat numéro 2 et on se pose donc une question. Comment faire pour qu'une personne qui a du capital, il a une épargne, comment faire pour qu'il ait le réflexe bourse? Comment est-ce qu'il fait quand il veut placer son argent pour penser à la bourse? Comment on fait pour qu'il ait suffisamment de produits sur la bourse? Comment on fait pour que lorsqu'une personne vend un actif sur la bourse, très rapidement cet actif-là soit vendu et qu'il puisse récupérer sa mise? Donc on en parle tout de suite avec ce panel. Je voudrais inviter le senior manager Mazar Cameroun. Est-ce que Jean-Abel Siaken est là? Si oui, je vous prie, mesdames et messieurs, de le recevoir. Il est le modérateur de ce panel. Une fois de plus, bonjour à tout le monde. Donc, c'est un plaisir pour Mazar Cameroun de modérer tous ces panels. Donc, une question qui revient tous les jours, hein, c'est de savoir si j'ai les fonds, comment je fais pour placer sur ce marché. D'où le problème de l'attractivité de nos marchés malgré la fusion, malgré la fin de la première phase. La profondeur et la liquidité, quel serait l'enjeu pour redynamiser nos marchés? Donc, dans ce panel, pour débattre des différentes questions, donc par exemple, qu'en est-il de la disponibilité de l'information financière sur nos marchés? Quelles sont les règles de négociation, les leviers de cotation, le calcul des coûts par exemple? Bref, le décryptage de la microstructure du marché et son impact sur la liquidité du marché régional. Et ensuite, quel peut être le rôle des fonds pour amener les investisseurs sur ce marché? Donc, pour parler, je vais d'abord inviter donc, M. Lep. M. Lep, s'il est là, donc, il peut déjà nous rejoindre. Donc, M. Lep est chargé d'affaires senior chez USCA qui est une société de bourse. Donc, peut-être tu t'installes déjà. Ensuite, je vais inviter Cédric Dallaire, qui est directeur général de Elite Capital Asset Management, qui va vraiment nous montrer le rôle des fonds, comment il fait au quotidien pour drainer ses fonds sur notre marché. Je vais inviter René Bazin-Omba à Tangana, qui est directeur de marché et directeur de développement de la BVMA, qui va nous dire comment il évalue la liquidité au quotidien sur ce marché. Et enfin, je vais inviter le docteur Chapi, qui va nous dire comment il fait ses actions de développement sur ce marché en parlant de ce marché au quotidien à nos différents étudiants qui sont le levier, qui sont vraiment le vivier de ce marché. Donc, une fois le panel au complet, peut-être on laisse la dame s'installer. Merci. Donc, une fois ce panel au complet, la problématique, elle est connue, elle est réelle. Donc, nous avons un marché qui a à peu près 10 valeurs mobilières aujourd'hui, un marché où les États sont fortement présents. La question aujourd'hui, c'est de savoir comment on fait pour rendre ce marché très attractif, comment on fait pour évaluer la liquidité d'abord sur un marché, quel est l'état de la liquidité sur notre marché, quels peuvent être les leviers qui permettront au marché financier régional de la CEMAC d'être liquide, comment dynamiser effectivement le marché à d'investissement. Peut-être la première question à René, de savoir quel est aujourd'hui l'état de la liquidité sur notre marché.
Merci Jean-Armel. Bonjour à tous les panélistes. Bonjour à toute l'assistance. Je vais commencer par donner une indication assez simple pour avoir une idée de notre liquidité. Nous allons calculer ce qu'on appelle généralement le turnover sur notre place. Et pour calculer ce turnover, nous essayons de regarder qu'est-ce qui a circulé sur le marché. Nous comparons la quantité, le volume de titres qui a circulé sur le marché avec le volume total de titres en circulation. Alors, si nous prenons le marché des actions particulièrement qui intéresse la plupart des investisseurs, sur le marché des actions, nous avons environ 1 400 000 titres qui sont en circulation dans la sous-région. Pour l'année 2021, nous avons constaté que environ 14 000 titres ont circulé. Donc, il y a eu 14 000 titres, un volume de 14 000 titres qui a été échangé entre les différents participants. Sur l'année 2022, pour les 3 premiers trimestres, nous sommes à moins de 7 000 titres qui ont été transigés entre les participants, ce qui nous donne des taux de rotation qui sont assez bas, qui sont tous très proches de 1, très proche de l'unité. Et c'est un signal qui n'est pas très bon pour l'évaluation de la liquidité de notre marché. En d'autres termes, une personne qui se retrouverait avec des actions a de très faibles chances de pouvoir les voir circuler sur le marché. C'est ce que je pouvais déjà donner en guise d'introduction, M. Siaken. Donc, vous avez parlé de liquidité, vous avez défini les règles de la liquidité sur notre marché. On comprend qu'il y a beaucoup à faire pour améliorer cette liquidité. Peut-être Cédric Dallaire nous dit aujourd'hui comment à votre niveau, une société de gestion d'actifs, vous faites pour vraiment amener les investisseurs ou les différentes sociétés à avoir une meilleure liquidité sur notre marché. Alors, déjà, il faut comprendre ce que c'est que la liquidité d'un marché. La liquidité ici revient au fait que on a dans un marché une offre et une demande qui sont équivalentes. C'est-à-dire qu'à chaque moment, quand j'ai un titre que je veux vendre, je puisse trouver en face quelqu'un qui puisse l'acheter instantanément et à moindre frais. Donc la liquidité ici renvoie au fait de transformer rapidement un actif, un titre en trésorerie liquide, en cash. Au niveau des sociétés de gestion de portefeuille, déjà, il faut comprendre que nous sommes des intermédiaires. Nous sommes des intermédiaires dont le rôle principal est de mobiliser l'épargne auprès du public et ce public-là nous confie la gestion de cette épargne. Maintenant, à nous, les gestionnaires, par notre pratique, de rentabiliser cette épargne. Et comment est-ce que nous rentabilisons cette épargne? C'est justement en investissant sur des titres, en respectant bien évidemment le couple risque-rentabilité que nos investisseurs nous ont demandé. Sur ce fait, nous allons estimer, nous allons regarder dans les titres existants sur le marché, quels sont les titres qui peuvent nous apporter cette rentabilité-là et aussi nous garantir un remboursement à l'échéance. C'est ce qu'on appelle le règlement livraison. Donc, les sociétés de gestion, nous, ce qu'on fait, on procède par plusieurs étapes. Déjà, pour mobiliser l'épargne auprès du grand public, c'est-à-dire il faut déjà informer le public. En guise d'information, ce que nous, chez Elite Capital, on fait, on commence déjà par aller auprès des entreprises pour présenter déjà nos produits au personnel de l'entreprise. C'est-à-dire que si on arrive dans une entreprise, on estime que cette entreprise-là a un fort potentiel en termes d'employés qui peuvent investir, qui peuvent épargner. Il ne faut pas aussi oublier que notre ressource première, c'est l'épargne. Je parle bien d'épargne, donc une somme qu'on peut mobiliser sur un certain temps pour permettre à ces fonds-là d'être rentabilisés. Donc, je ne parle pas de montant transactionnel parce qu'on peut avoir de la trésorerie disponible qui n'est pas forcément de l'épargne. Donc, nous, on travaille beaucoup plus avec l'épargne. Donc, on va auprès de ces employés. On essaie de leur expliquer un peu la plus-value
de faire des placements chez un gestionnaire d'actifs et comment est-ce que ces fonds-là seront rentabilisés. La deuxième chose, c'est le fractionnement. Vous savez, aujourd'hui, la plus grosse société financière dans le monde, c'est une société de gestion de portefeuille. Tout le monde la connaît. Et pour arriver à ce stade, ils ont procédé par deux manières. La première façon, c'était le fractionnement. Ils ont mis en place un mécanisme qui permettait de fractionner les parts de FCP pour qu'ils puissent être accessibles à tout le monde. Vous avez des ETF que vous pouvez avoir à 5, 10 $. Vraiment, c'est accessible au grand public. Et la deuxième façon qu'ils ont eu de réaliser les souscriptions, c'est en misant sur la technologie. En misant sur la technologie, c'est-à-dire en mettant en place un système qui permettait d'avoir rapidement accès à l'information, de telle sorte que cette information-là puisse être traitée en temps opportun et motiver l'investisseur qui est en face de pouvoir faire confiance en ce fonds-là. Donc, pour avoir confiance en un fonds, il faut avoir confiance en la capacité de ces gestionnaires de fructifier cette épargne. Alors nous, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'une part déjà de FCP, c'est 10 000 francs. Bien sûr, vous allez me dire peut-être 10 000 francs, ce n'est pas à portée du Camerounais lambda, de tout le monde, mais déjà, si vous ne pouvez pas acheter une action cotée à la BVMAC à hauteur de 200 000, 300 000 francs, vous pouvez avoir au moins une part de FCP. La part de FCP, c'est 10 000 francs. 10 000 francs qui évoluent bien sûr en fonction des valeurs liquidatives qui sont publiées chaque semaine. La valeur liquidative, pour définir, c'est la valeur qu'a prise le fonds après une semaine. Donc chaque semaine, nous déterminons de nouvelles valeurs pour informer les investisseurs du fonds que voilà la valeur de votre portefeuille que vous avez en ce moment. Donc, on a fractionné déjà sur le plan réglementaire, on a fractionné le ticket d'entrée. Si vous ne pouvez pas aller directement à la bourse des valeurs, vous pouvez accéder à un fonds comme un placement en fonction de l'objet du fonds. Aujourd'hui, nous avons des fonds monétaires, des fonds obligataires et aussi des fonds actions et des fonds diversifiés. Les fonds actions, ça veut dire que vous confiez votre argent à Elite Capital, vos 10 000 francs. Elite Capital va collecter les 10 000 francs de beaucoup d'autres investisseurs et ils vont pouvoir investir dans une action qui est cotée à la BVMAC. Au moins 60% des actifs qui sont investis dans les fonds actions doivent être sur des sociétés cotées à la BVMAC et le reste peut être coté soit à l'étranger, soit des sociétés non cotées. Alors, déjà, le premier moyen, c'est ça, c'est-à-dire qu'à travers le rôle des sociétés de gestion de portefeuille, nous, on collecte l'épargne auprès du public et on investit directement dans les titres cotés à la bourse de valeur. Le deuxième moyen, comme je disais, une fois que cette action est faite, une fois que nous avons acheté les titres, il faut faire maintenant ce qu'on appelle le suivi derrière. Et dans le suivi, nous avons l'évaluation des performances, les frais qui sont liés, nous avons la performance de l'action ou de l'obligation que nous avons achetée en fonction du fonds. Et derrière, nous avons une obligation de rendre compte à tous nos investisseurs et nous le faisons de façon hebdomadaire. Donc, une fois que nous avons donc terminé cela, nous avons un dépositaire chez qui nous avons logé nos fonds. Alors, le rôle du dépositaire ici, c'est quoi? C'est, on peut dire, en quelque sorte, une banque qui, dans la réglementation actuelle, c'est une banque qui va héberger les comptes des fonds où les investisseurs pourront directement aller faire des versements pour souscrire. Parce qu'il faut savoir que chez nous, Elite Capital ou bien dans toutes les autres sociétés de gestion d'actifs, de portefeuille, nous n'avons pas de coffre-fort, nous n'avons pas de banque, nous ne recevons pas l'argent directement. Donc, la raison pour laquelle on préfère passer par les banques où les régulateurs nous demandent d'avoir un dépositaire qui héberge nos fonds. Donc, une fois que nous avons dans ces fonds collectés, ça veut dire que nous avons une trésorerie disponible. Une fois que cette trésorerie est disponible, en fonction des opportunités qui se présentent sur le marché, nous pouvons investir directement. Donc, pour revenir à la liquidité du marché, d'un côté, on a l'offre qui est en train de grandir aujourd'hui. Nous avons, je crois, plus de 6 sociétés qui sont cotées. Nous avons, je pense, 17 sociétés qui arrivent, sans compter les entreprises privées parapubliques. Ces sociétés-là, il y a une offre qui a déjà été élevée.
Maintenant, de l'autre côté, pour égaliser, rappelons-nous que la liquidité, c'est d'avoir un marché à l'équilibre, c'est-à-dire une offre qui est équivalente à une demande, c'est-à-dire en face, il y a quelqu'un qui émet ou vend des titres, et de l'autre côté, il faut qu'il y ait des personnes qui puissent acheter ces titres-là. Et pour qu'il y ait ces personnes qui puissent acheter ces titres, les sociétés de gestion de portefeuille doivent jouer leur rôle. Alors, jouer leur rôle, ça veut dire mobiliser les souscriptions auprès du grand public, c'est-à-dire aller vers chaque investisseur, leur expliquer, voilà le bien fondé de ceci, voilà, voilà. Si l'investisseur estime que ce produit est intéressant, il va souscrire soit au FCP, soit il peut aussi souscrire directement à, au produit sur le marché, mais en passant bien évidemment toujours par un intermédiaire. Alors le rôle du gestionnaire ici, c'est de s'assurer que on appelle ça une gestion, une délégation de gestion. C'est-à-dire vous me confiez votre argent de gérer sur le marché financier. Vous me donnez votre argent, vous me dites, OK, voilà, je voulais investir sur le marché financier, je ne sais pas comment ça se passe. Vraiment, vous y connaissez, essayez d'investir pour moi et en retour, j'attends un certain rendement. On tombe d'accord sur les termes et ensuite, on vous dit, voilà le fonds que nous vous proposons, voilà, voilà. Et derrière, nous, on prend cet argent pour aller justement acheter des titres. C'est un peu le cadre dans lequel les sociétés de gestion fonctionnent actuellement. Maintenant, il faut aussi dire que ce n'est pas un exercice qui est aisé parce que tout à l'heure, on parlait de fractionnement. Je l'ai aussi évoqué tout à l'heure. Le fractionnement ici se fait au niveau peut-être de la part, mais la méthode de souscription aussi peut paraître comme un frein parce qu'il faut passer par une banque, il faut. Tout ça, c'est en relation justement avec des KYC qui nous sont imposés soit par le régulateur, par le règlement communautaire aussi sur la lutte anti-blanchiment. Mais pour le stade auquel notre marché se trouve, ce sont des éléments importants. En voulant digitaliser, ce qui est une très bonne chose parce que tout à l'heure, le DG parlait des SIM ou à partir desquels on pouvait faire des transactions sur le mobile money. Mais il faut comprendre aussi que ces souscriptions-là aussi, pour que le grand public ait accès à ce type de financement, à ce type de produits, il faut aussi retenir qu'il y a des limites par, par opération chez les telcos. Et en plus de cela, les opérateurs de telco aussi, ils chargent des frais. Ils chargent des frais parce que ces frais-là, généralement, les frais qu'ils chargent sont peut-être équivalents aux frais de gestion que les gestionnaires de portefeuille eux-mêmes chargent sur la gestion de leur portefeuille. Si vous voulez mobiliser des fonds sur Orange Money ou MTN Mobile Money, par exemple, et vous chargez 1,5% par rapport à toutes les sommes que vous aurez mobilisées, ça, c'est ce que vous avez vendu à votre client comme frais de gestion. Maintenant, si en plus de cela, vous ajoutez vos frais de gestion, vous allez vous retrouver quasiment à du 2-3%, alors que au départ, le client était censé payer 1,5% sur la gestion. Donc, c'est ce genre de frein-là qu'il faut aussi essayer de réfléchir. Mais nous, en tant que gestionnaire d'actifs, on mobilise l'épargne, on investit pour le compte des clients, on essaie de leur obtenir le meilleur couple de rendement risque qui existe sur le marché. Et une fois que c'est fait, voilà, en fonction des besoins du client, il peut soit décider d'augmenter sa mise, soit de faire un rachat. Maintenant, il y a aussi la multiplication des souscripteurs. Parce qu'on peut aller vers les personnels des entreprises, par exemple, mais il faut aussi amener les entreprises, par exemple, à créer ce qu'on appelle des retraites complémentaires, des fonds, des mutuelles. Plusieurs entreprises ici ont des assurances maladie, ont des assurances ici, mais dans ces entreprises-là, on n'a pas vraiment de plan de retraite complémentaire. C'est vrai qu'avec le droit comptable OHADA qui exige désormais de constituer des indemnités de fin de carrière pour pour les employés, généralement, ce sont des charges non décaissées, c'est-à-dire que l'entreprise va constituer dans ses livres une provision où à terme, elle va peut-être décaisser le montant de l'indemnité si l'employé va à la retraite. Alors que en constituant parfaitement un fonds, c'est-à-dire en confiant cette gestion-là à un fonds où l'entreprise va prélever une certaine partie du salaire de l'employé
et elles-mêmes contribuer d'une certaine manière, cette gestion devient externalisée, ce qui fait que ça constitue une autre très grosse source d'épargne qui pourra être placée parce que la duration sur ce type d'épargne-là va chercher entre 10 et 15 ans, alors que sur le marché actuellement, on a des titres qui vont 5, 6 ans, voire 7, peut-être 8. Donc, ça fait déjà c'est un moyen pour le marché encore d'avoir beaucoup plus de liquidité pour pouvoir investir sur les titres. Donc, il y a le développement de ces nouveaux produits-là. Et avec la réglementation, maintenant, on a parlé des fonds communs de placement entreprise qui ressemblent aussi un peu à ça, dont le règlement en général reviendra sûrement dessus, avec la tarification aussi, les fonds communs de placement immobilier. Bref, toute cette panoplie de produits-là contribueront à développer l'offre, à développer le financement du marché, ce qui permettra d'égaliser l'offre, la demande de financement qui est en train de se présenter sur le marché et sur lequel à laquelle il faudra répondre. Donc, Cédric, ce que je retiens, c'est pour les sociétés de gestion d'actifs, il faut fragmenter, il faut travailler pour avoir de nouveaux clients, afin d'avoir une bonne liquidité sur ce marché. Mais ce que je retiens aussi, c'est vrai qu'il faut penser au mobile money, mais il y aura beaucoup de frais. J'ai envie de poser la question maintenant à M. Lep, celle de savoir, est-ce que finalement aujourd'hui, la liquidité, ça touche aussi les sociétés de bourse? Si oui, comment vous faites au quotidien pour pallier à ce problème de liquidité, d'attractivité de notre marché? D'accord, merci beaucoup, Monsieur Siaken. Avant tout propos, je tiens à renouveler les regrets de ma DG, Madame Atangana, qui, pour des raisons professionnelles, a dû sortir du pays. Donc, elle m'a délégué pour la représenter. Donc, pour revenir à la question, je vais rebondir sur ce que M. Dalé vient de dire. La liquidité est déterminée par l'équilibre entre l'offre et la demande. Donc, nous, en tant que société de bourse, on intervient au niveau de l'offre parce qu'on accompagne les émetteurs. Et sur ce plan-là, nos actions sont véritablement diverses. Mais avant de revenir même à ce que nous faisons, je veux me permettre de faire un diagnostic pour essayer d'expliquer un peu pourquoi nous en sommes là où M. Oumba vient de dire, avec un taux de turnover de 1% sur les années qui se suivent. Le fait est que nous sommes dans un marché où on a une base d'investisseurs étroite. Sur la plupart des sorties obligataires qu'on a sur le marché financier, les banques absorbent à peu près 80-90% des titres qui sont émis, et ça répond pour elles à un besoin stratégique en fait. Elles ne viennent pas acheter pour revendre ensuite, elles achètent parce qu'elles ont de la liquidité et il faut la faire fructifier vu qu'on ne donne pas les prêts comme on aimerait en termes de politique de crédit. Donc, à côté, il y a les assureurs qui viennent eux aussi pour fructifier une ressource qu'ils devront reverser plus tard. On n'est pas dans des conditions qui favorisent en fait la liquidité, dans ce que ceux qui viennent acheter n'achètent pas avec l'intention de remettre sur le marché plus tard. Donc il est impératif d'élargir la base d'investisseurs. Ça, c'est un premier diagnostic. Le deuxième, c'est au niveau de l'offre. Monsieur Oumba dit qu'il y a 1,4 million de titres compartiment actions en circulation. Il reste, ça peut paraître important, mais c'est assez peu en fait. Et l'idée derrière ce que monsieur le DG de la BMA disait tout à l'heure en termes de fractionnement des valeurs, c'est qu'il faut augmenter la quantité, mais également adresser le sujet de l'accessibilité. Les titres qui sont cotés à 200 000, 47, 43 et autres ne sont pas accessibles à qui veut en fait. Ce n'est pas le tout venant qui peut venir à la bourse dire que j'achète parce qu'il faut avoir la ressource. Et donc, pour l'avoir, il faut fractionner, il l'a dit. Mais à côté, il faut également tenir compte des paramètres macroéconomiques parce que nous sommes dans un pays où le chômage est ce qu'il est. Pour pouvoir investir, il faut avoir de la ressource. Pour avoir la ressource, il faut pouvoir travailler, il faut avoir un revenu. Donc, à côté, il y a les sujets de l'inflation actuellement qui également amenuisent le pouvoir d'achat des investisseurs. Donc, avant d'adresser les sujets, il faut, à mon sens, d'abord que le cadre macroéconomique favorise suffisamment le déploiement des investisseurs qui voudraient venir sur le marché.
Donc, maintenant, je reviens à la société de bourse. Donc, nous, comme je l'ai dit tantôt, on est du côté des émetteurs. Nous les approchons pour comment dire ça, les mettre à niveau, en quelque sorte, par rapport aux besoins du marché. Et on les accompagne en termes de stratégie d'émission de titres. Et sur ce plan-là, je tiens à dire que c'est également un fait qui a été relevé ce matin. On est dans une ère où il y a des listes qui viennent des États en termes d'entreprises qui seront prochainement admises à la côte. Mais l'offre, ce n'est pas seulement la quantité, ça doit aussi être la qualité. C'est-à-dire que on aura beau dire qu'il faut que toutes les entreprises passent à la bourse, ce n'est pas pour autant qu'en face, il y aurait des gens qui seraient prêts à acheter les titres qui seront émis par ces entreprises-là. Donc, il y a la question de la qualité du papier qui est proposé. Et à ce niveau-là, justement, nous apportons une contribution en termes d'éducation, d'encadrement, d'accompagnement des émetteurs. Je prends un exemple simple. Hein. Quelqu'un peut venir nous dire que je vais aller sur le marché. On lui dit non, ce n'est pas encore le bon moment. Nous, on estime que si tu y vas actuellement, les signaux que ton entreprise émet ne permettront pas de mobiliser la ressource dont tu as besoin. Donc, on propose d'aller dans tel couloir, d'aller dans telle stratégie. Et peut-être dans 2 ans, on va faire un bilan et on va voir comment est-ce que on peut donc t'amener auprès des investisseurs. Je reviendrai tout à l'heure, je crois, hein, selon les questions prévues dans notre descriptif du panel, sur les aspects de transparence et de disponibilité de l'information. Parce que là aussi, c'est une question, une problématique qu'il faut adresser parce que l'investisseur, en fait, vient quand il est au courant. Pour investir, il faut être au fait de ce qu'il y a sur le marché. Pour faire une décision d'investissement, il faut savoir les produits proposés, qu'est-ce que je gagne, quels sont les risques, voilà. Donc, c'est un ensemble de données comme ça prises sur le tas qui permettent en fait, en tant que société de bourse, de pouvoir construire une offre qui favorise l'arrivée des émetteurs indispensables pour arriver à une liquidité un peu plus satisfaisante pour tous. Donc, liquidité satisfaisante pour tous. Donc, j'ai envie maintenant de donner la parole au Dr Tchapi pour lui demander, oui, nous parlons de liquidité. Tous les jours, vous êtes au contact de nos jeunes étudiants, des différents professionnels. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire sur la liquidité et pourquoi notre marché est un problème d'information financière? Merci, monsieur le modérateur. Je remercie les organisateurs de ce colloque parce que dans leur démarche, parmi les objectifs, il y a d'abord l'éducation financière. Si l'on ne connaît pas ce que c'est qu'un marché financier, l'on ne connaît pas les règles qui régissent ce marché, on n'a même pas l'information, on ne peut pas prendre l'initiative d'y investir. Effectivement, on pose ce matin le problème de la liquidité, qui a un aspect, celui de la profondeur du marché financier. L'on sait que pour investir, il faut d'abord être au courant des différentes offres qui sont faites. Alors que dans la pratique, bien que l'information soit acquérable, c'est-à-dire que en général, c'est celui qui a besoin de l'information qui va vers celui qui la détient. Dans notre contexte, on devrait plutôt adopter le schéma inverse. Si l'on souhaite renforcer la liquidité de notre marché financier. Je m'explique. Les étudiants, par exemple, qui sont de potentiels investisseurs, ne sont généralement pas informés des différentes offres de produits sur le marché. Un autre élément concerne aussi le coût des commissions que prélèvent les sociétés de bourse. Il y a un réel manque d'informations là-dessus. Parce que j'ai à maintes reprises été approché par de potentiels investisseurs. Il y en a même parmi mes collègues. Mais ils sont restés butés sur le fait qu'ils n'ont pas suffisamment d'informations sur les sociétés de bourse qui commercialisent les produits financiers mis en vente. Ce qui est un véritable blocage en pratique, étant donné que l'on souhaite, au-delà d'avoir
des investisseurs institutionnels, avoir également des particuliers, quelle que soit leur couche sociale, leur pouvoir d'achat ou leur pouvoir d'acquisition de titres. Et au passage, je loue l'initiative de la société Jara qui a décidé de faire une communication de proximité en se rendant auprès des étudiants, leur expliquant le bien fondé de l'investissement, en proposant à cette occasion des titres publics qu'elle mettait en vente à partir du montant de 1000 francs. Ce n'est que de cette manière que l'on peut élargir la base d'investisseurs en mettant l'information à disposition des potentiels investisseurs, y compris des particuliers. Généralement, ils sont informés à travers les showrooms qui sont organisés lors des émissions des emprunts obligataires qui sont généralement faits à travers nos États, les sollicitations de nos États, mais ce n'est pas suffisant. En dehors de ce procédé-là, et en général même, le coût de la valeur d'un titre, tel que l'ont dit les précédents panélistes, pose véritablement un problème. Parce que je pense que si l'on procède au fractionnement des actions, au fractionnement du montant des titres, on aura plus d'investisseurs. Parce que l'aversion au risque n'est pas la même. Les particuliers sont plus réticents à l'investissement que des investisseurs institutionnels qui, au préalable, sont avertis. Et donc, en procédant au fractionnement, l'on facilite l'augmentation des souscripteurs. Par ailleurs, l'on posait ce matin le problème des PME qui sont en manque de financement. Ces PME, pour la plupart, ne savent pas que, en dehors du marché boursier, ils peuvent par exemple solliciter des fonds de capital risque afin d'obtenir des financements, soit lors de l'amorçage de leur projet d'entrepreneuriat, soit lors de la création de l'activité, au capital création, soit pour développer leur activité ou alors renforcer leurs fonds propres lorsque, en cours de fonctionnement, ils rencontrent des difficultés. Et donc, le maître mot est celui de l'information et précisément de l'éducation financière, à la fois des investisseurs, dans la catégorie des investisseurs des particuliers, et également la formation des émetteurs sur les possibilités de financement qu'ils peuvent avoir afin de mettre plus de titres sur le marché. Parce qu'on ne peut pas acheter ce qui n'existe pas. Si on n'a pas suffisamment d'offres à travers les produits innovants qui ont été consacrés dans la réglementation, on ne peut pas prétendre avoir un marché suffisamment liquide. Donc, il faut une implémentation de ce qui a été prévu dans le règlement numéro 01/22 du 21 juillet 2022 qui prévoit des instruments financiers innovants qui, ma foi, seront de nature à dynamiser davantage les différentes souscriptions, que ce soit dans le sens de l'achat ou bien de la vente de titres sur nos marchés financiers. Et donc, on souhaite véritablement qu'il y ait ce règlement général de la COSUMAF qui viendra détailler davantage les titres mis à disposition, y compris les caractéristiques de titres qui concernent par exemple les soukouk, les éléments des actifs financiers liés à la finance islamique. Merci beaucoup, madame. Donc, après le premier tour de table, on se rend compte qu'il y a un réel problème de liquidité sur ce marché. On a bien compris que la liquidité était liée à la profondeur et à l'attractivité de notre marché. J'aimerais quand même faire un petit rappel. Une dernière introduction en bourse, c'était la régionale,
qui avaient émis des actions sur notre marché, ça avait été sous-souscrit, donc ça avait été la valeur recherchée, on n'a pas atteint l'élément recherché, alors que pour les emprunts obligataires, par exemple, c'est toujours sur-souscrit. Pour les autres emprunts non souverains, c'est généralement sur-souscrit aussi. J'ai envie de vous demander, M. Omba, finalement, qu'est-ce qui coince pour la liquidité sur ce marché? On a des cotations le lundi, le mercredi et le vendredi. On a des organismes qui font des émissions et derrière, les investisseurs ne suivent pas. En termes d'information, qu'est-ce qui peut coincer? Quelles peuvent être les limites aujourd'hui à l'attractivité de ce marché? Pour répondre à votre question, je pense qu'il faut qu'on distingue clairement deux aspects de la liquidité. Premièrement, nous avons la liquidité du marché dans sa globalité, mais nous avons aussi la liquidité qui est liée à chacun des instruments qui est mis sur la place du marché. C'est-à-dire que nous n'avons pas la même liquidité pour, par exemple, un titre X que pour un titre Y. Donc, cette liquidité-là qui est intrinsèque à chaque valeur qui est mise sur le marché dépend à la fois de la valorisation, de la perception que les investisseurs ont de l'actif en question. Elle dépend également de la quantité, du volume de titres mis en circulation pour chacun des titres. Nous avons aussi un autre élément très important, c'est celui que vous avez évoqué, celui de la valorisation de l'action. Comment est-ce que la valorisation a été faite? Est-ce qu'elle elle est juste ou alors elle n'est pas juste le fruit d'une, comment je peux dire ça, d'une idée qu'on a de sa propre société. Donc ça impacte énormément la valorisation intrinsèque de l'actif même. Ensuite, nous avons la valorisation, la liquidité plutôt, la liquidité du marché dans sa globalité. En ce qui concerne la liquidité du marché dans sa globalité, nous avons affaire à la microstructure du marché. Et à ce niveau, c'est la bourse qui interviendrait. Par microstructure, on peut globalement entendre tout ce qui concerne l'environnement économique, réglementaire, tout ce qui entoure les transactions, tout ce qui encadre les transactions. À ce niveau, au niveau de notre marché, en ce qui concerne la BVMAC, je peux revenir sur trois aspects de la microstructure de notre marché. Premièrement, nous avons le moment de la cotation. Alors, je n'apprends rien à personne ici. On l'a dit dès le départ que la plupart des gens ici sont des initiés. Nous avons soit un marché au fixing ou un marché en continu. Alors, selon que l'on adopte l'un ou l'autre des marchés, on peut avoir un impact sur la liquidité. Parce que lorsque nous avons, par exemple, un marché au fixing tel que nous le faisons au niveau de la BVMAC, nous avons la centralisation des ordres qui se fait à pendant une certaine période. Nous accumulons les ordres. Lorsque ces ordres ont été accumulés, il y a un prix théorique qui ressort à chaque fois qu'une nouvelle offre entre dans le système. Et lorsque l'heure du fixing arrive, il y a un matching au dernier cours théorique qui a été calculé. Et c'est ce matching qui donne ce matching a pour objet en fait comment je peux dire ça, de maximiser les quantités échangées à ce cours théorique-là. Donc voilà à peu près comment est-ce que nous fonctionnons actuellement. L'impact, c'est quoi? L'impact, c'est que au niveau de la liquidité, il peut y avoir comme un coup d'opportunité de la part des investisseurs. Parce que si nous avons le fixing qui est une sorte de cotation intermittente, il y a des périodes durant lesquelles il n'y a pas de cotation. L'investisseur est forcément pénalisé et ça peut avoir un impact sur la liquidité parce que si moi j'ai besoin de faire une transaction à un moment T et que le fixing est déjà passé, ça aura un impact. Pour moi, je verrai que ce n'est pas assez dynamique et ça a un impact sur la liquidité. Contrairement aux marchés en continu qui n'ont pas cet effet où les cotations les ordres sont enregistrés au fil de l'eau et elles matchent aussi au fil de l'eau selon que les conditions de marché sont les bonnes. Alors, un deuxième élément sur lequel nous pouvions revenir, c'est en fait la contrepartie de la transaction. Alors, à ce niveau, on distingue généralement les marchés dirigés par les prix et les marchés de contrepartie ou les marchés d'agence. Alors, sur les marchés de contrepartie, nous avons généralement des teneurs de marché
qui sont là pour assurer la liquidité du marché. Alors, ces teneurs de marché dégagent une marge entre le prix d'achat et le prix de vente. Et généralement, cette marge peut être importante selon la perception qu'ils ont du marché. Et ils font payer cette marge à l'investisseur. Et ça donne, le marché, il essaie d'être plus liquide, mais il a un coût derrière. Alors que lorsque nous nous retrouvons dans un marché qui est dirigé par les ordres, nous avons, c'est chaque investisseur, vous et moi, qui passons directement nos ordres. Nous ne payons pas un coût particulier à quelqu'un. Si sur notre marché, nous trouvons une contrepartie qui correspond à ce que nous voulons, ça transige. Donc, le coût de la liquidité est moins important lorsque nous nous retrouvons sur un marché d'agence ou un marché dirigé par les autres. Enfin, le dernier élément sur lequel je vais revenir, alors, j'ai oublié de dire, actuellement sur notre marché financier, comme le directeur général de la BVMAC l'a dit tout à l'heure, tous les ordres passent par des intermédiaires. Donc, ces intermédiaires collectent en fait les ordres des différents clients. Je n'ai pas le détail de la pratique. Peut-être mon confrère panéliste ici nous dira est-ce que les sociétés de bourse vous ajoutez quelque chose, mais je ne pense pas parce que vous ne jouez pas le rôle de teneur de marché, je pense. Donc, vous transmettez simplement les ordres, vous vous assurez que les ordres sont conformes à ce que la BVMAC exige et vous les rentrez dans le système. Donc, ça ne correspond pas à ce que nous avons dans d'autres cieux où, en fait, il y a des teneurs de marché qui assurent et qui garantissent une certaine liquidité contre un certain coût. Donc, nous voyons que là, il y a un élément qui peut être un frein à la liquidité, à la faible liquidité que nous observons sur notre marché. Enfin, nous avons le dernier élément sur lequel je voudrais revenir sur la microstructure du marché, c'est celui de la localisation des transactions. Alors, généralement, on distingue les marchés qui sont centralisés en un point, mais nous avons aussi des marchés qui sont décentralisés. C'est ce qu'on constate, par exemple, lorsque des bourses se mettent ensemble et peuvent coter le même actif à des heures différentes. L'impact est important au niveau de la liquidité. Pourquoi? Parce que selon l'heure de la cotation d'une des places, on peut acheter le même actif à des prix différents parce qu'ils ne sont pas cotés sur la même place. Et ça peut avoir un impact sur la liquidité. Tandis que sur un marché centralisé comme le nôtre, à la BVMAC, tous les ordres sont regroupés dans un ordinateur central. Donc, ça fait qu'il n'y a pas, le prix qui ressort du marché est un prix unique pour tout le monde. Et ça peut aider au niveau de la liquidité. Donc, voilà les éléments sur lesquels je pouvais intervenir, montrer un peu comment notre microstructure impacte sur le marché. Je pense qu'avec les interventions des uns et des autres, nous aurons l'occasion d'affiner ce que nous avons présenté globalement. Merci. Ok, donc j'aimerais quand même revenir sur l'expérience des sociétés de bourse, M. Dallet. C'est quand même celle de savoir, nous sommes dans un marché où il y a eu la fusion récemment, où le marché camerounais et même le marché camerounais surtout était porté par les banques. Donc il a été clairement établi que ça n'a pas été un succès. Aujourd'hui, nous avons des investisseurs qui ont peut-être les DAT chez les banquiers, par exemple, et que lorsqu'il y a un emprunt obligataire, il y a une décollecte. Donc, on suspend les DAT pour les placer sur le marché financier. Aujourd'hui, quel peut être le rôle, comment les sociétés de gestion d'actifs peuvent travailler avec les banques pour améliorer la liquidité de ce marché? Quel peut être le rôle des banques aujourd'hui, à votre avis? Déjà, il faut savoir que sur un premier point, nous sommes obligés de travailler avec les banques parce que déjà, du fait que ce sont nos dépositaires de fonds. Alors, le rôle des banques, on peut aussi avoir des conventions de distribution de nos FCP avec les banques. C'est-à-dire que je suis peut-être chez la banque A, pour ne pas faire de publicité. Je vais demander à la banque B, est-ce qu'elle peut distribuer mes fonds? Pour cela, il faudrait qu'on signe une convention de distribution où je vais la rémunérer, bien sûr, bien évidemment.
Donc, c'est un modèle qui est déjà mis en place, qui est même pratiqué par beaucoup de mes confrères aussi, la distribution des FCP. Mais je vais revenir un peu sur la mobilisation de l'épargne en elle-même. C'est-à-dire, quand on fait un emprunt obligataire, vous dites qu'on se rend compte que les banques ne suivent pas, ou alors il n'y a pas de réel engouement. Je voulais vous faire comprendre, je voulais vous faire remarquer que la plus grosse épargne actuellement est captée par les banques, les sociétés d'assurance, les mutuelles, les caisses de retraite. Donc, une fois que vous avez ces catégories d'épargnants dans votre portefeuille, vous pouvez suivre en fonction de vos attentes, de vos rendements attendus. Vous pouvez suivre une émission en fonction de vos objectifs de gestion et en fonction aussi dans la limite de vos ratios internes. Donc, les banques ce sont nos partenaires. Nous ne sommes pas concurrents au sens propre du terme. En plus de cela, les banques gèrent aussi des moyens de paiement, ce que nous, gestionnaires d'actifs, nous ne faisons pas. Nous ne gérons que de l'épargne que nous pouvons placer directement sur les marchés financiers. Donc, pour mobiliser cette épargne-là, ça revient encore à ce que nous disons d'habitude. Pour faire suivre des émissions, il faudrait déjà regarder en face la qualité de l'émetteur. Qui émet les titres? Est-ce que la personne qui émet les titres-là, est-ce que j'ai accès à son information? Si son information est disponible, où est-ce que je peux la trouver? Comment je peux vérifier son information? Première chose. La deuxième chose, c'est que du côté du gestionnaire d'actifs, je peux vous assurer que pour mobiliser une épargne dans une société, dans une SA, un conseil d'administration, c'est plus difficile que de mobiliser une épargne chez un particulier. Je m'explique. Quand vous allez vers un client qui a un conseil d'administration, vous lui présentez le FCP, c'est beau, les rendements et tout, voilà, ou bien même un mode de gestion. Vous dites, oui, c'est bien beau, mais vos trucs là, vraiment, nous, on préfère les banques. Nous, on n'est pas habitués avec vos choses de bourse là. Et en plus, même, vous savez que ce n'est pas l'arnaque, vos choses que vous faites là. On dit, c'est un peu les difficultés auxquelles nous sommes butés sur le terrain. Donc, on amène donc les dirigeants à comprendre déjà le produit. Une fois que eux, les dirigeants ont compris le produit, il faudrait qu'ils fassent comprendre le produit à leur conseil d'administration. Chose encore difficile. Donc là, c'est une double difficulté. Maintenant, comment est-ce qu'il faut faire pour concerner ça? Je pense qu'il faudrait aussi former les administrateurs sur les produits de gestion de portefeuille ou bien sur les sociétés de bourse. Parce qu'à contrario, quand il faudra mobiliser les fonds, on va leur dire, écoutez, on peut passer par le marché financier pour mobiliser. On dit, ah oui, c'est intéressant, là-bas on paye moins et tout. Mais sauf que derrière, quand vous leur vendiez le produit de placer justement dans un fonds pour acheter des titres, ils vous disaient que c'est un peu compliqué. Donc, c'est cette difficulté-là à laquelle nous sommes butés tous les jours, mais on y travaille dans la communication, justement, dans les formations, parce qu'il faut pas dire que, il faut reconnaître quand même qu'il y a des avancées qui se font sur ce domaine. On a même parfois essuyé des refus de présenter les offres de produits financiers dans certaines entreprises parce qu'ils estimaient qu'ils ne connaissaient pas assez le produit, ils ne connaissaient pas le marché, ils ne connaissaient même pas le régulateur à la COSUMAF. Donc, c'est vous dire à quel point nous sommes sur le terrain, on travaille, on essaye d'informer, de former tout le monde pour justement vulgariser cette pratique-là et mobiliser l'épargne. Une fois que c'est fait, on forme les administrateurs, on forme les dirigeants, on forme le personnel à ces différents types de produits d'épargne-là. Le troisième volet, c'est la sécurité et la fiabilité. Sécurité et fiabilité, c'est-à-dire quoi? Quand je mets mon argent quelque part, je voudrais au moins pouvoir le récupérer au moment voulu, quand j'en aurai besoin. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, j'investis dans un titre, qu'est-ce qui me garantit qu'à l'horizon souhaité, je vais récupérer mon argent? Ça, c'est le basique de la réflexion de quelqu'un qui veut investir, qui n'est pas habitué au marché financier.
Il ne se dit pas, je mets mon argent pour perdre. Non. Alors que normalement, l'investisseur, quand il met une somme quelque part, ça veut dire qu'il prend un risque. Il peut perdre comme il peut gagner. Tout comme vous pouvez décider de garder votre argent sur vous, vous vous faites agresser, vous perdez cet argent. Vous pouvez décider de le garder sous le matelas, la maison prend feu, l'argent part en feu. Ou alors, vous pouvez aussi décider de dire, OK, bon, moi je connais les produits bancaires classiques, je vais mettre ça dans un compte en banque, la banque fait faillite. Ou vous mettez dans une compagnie, dans un établissement de microfinance et le lendemain, le promoteur est parti. Donc, c'est autant de choses qu'il faut faire comprendre aux gens, c'est que toute activité liée à la finance est risquée. Même le fait de porter de l'argent sur soi, c'est risqué. On essaie donc d'éduquer toutes les couches des entreprises, que ce soit les employés, les administrateurs, les dirigeants, tous ceux qui sont de près ou de loin liés dans les stakeholders de ces entreprises-là. Donc, je disais tout à l'heure que c'est plus facile pour moi de collecter l'épargne d'un particulier quand je lui explique le produit parce que la décision lui revient à lui seul de savoir si j'investis ou pas en fonction des garanties ou bien des explications qui m'ont été fixées. Donc, là, on parlait de sécurité. Maintenant, en termes... tout à l'heure, on va revenir sur les incitations fiscales aussi, toujours dans le même sens de mobiliser l'épargne. L'incitation fiscale aura aussi effectivement son rôle à jouer parce que si on paye moins d'impôts sur un revenu qu'on peut générer en allant sur le marché, forcément, on sera forcé peut-être, on serait tenté de préférer ce type de placement-là à un autre. Donc, et aussi en termes de diversification, il faut comprendre que c'est un outil très intéressant dans la mesure où en plus des autres sources de placement que les entreprises font, il peut aussi avoir ce type de placement là-dedans. C'est d'aller vers les agents économiques, d'aller vers les partenaires pour leur faire comprendre que voilà un peu le marché qui est ouvert, qui attend tout le monde, qui attend les contributions de tout le monde et pour qu'ensemble nous puissions le dynamiser. Donc maintenant, tout dépendra aussi du professionnalisme du gestionnaire, et derrière de sous-jacent sur lequel il voudra investir. Donc, c'est pour dire que les banques sont incontournables dans cette activité pour le moment, parce qu'on n'a pas encore trouvé le moyen de faire une souscription par PayPal ou par Litchi, où on va directement acheter les parts de FCP sur Litchi ou bien sur PayPal. On est obligé de passer par le compte du fonds ouvert dans une banque et cette banque-là qui est dépositaire, qui a le rôle de s'assurer que l'argent que le client, que l'épargnant, le souscripteur du fonds a mis sera utilisé à des fins qui sont détaillées dans la note d'information du fonds. C'est-à-dire que si le fonds a pour objectif d'investir sur des actions cotées à la bourse, si la banque si par exemple le gestionnaire donne un ordre à la banque de virer la somme qu'il a perçue sur un autre type d'actif, la banque peut effectivement bloquer cette transaction en disant que ça n'obéit pas à la note d'information qui a été validée par le régulateur, la COSUMAF. Ou alors si vous avez reçu de l'argent de souscription dans votre fonds commun dans une banque et vous décidez pour l'objet de votre fonds, c'est par exemple d'investir sur du court terme et vous décidez à travers ces fonds-là d'investir sur des actifs à long terme ou alors de faire un autre type de placement, peut-être sur un crypto, je ne sais pas. La banque elle a même l'obligation de bloquer parce qu'en tant que dépositaire, c'est son rôle de contrôler. Et une fois que vous avez ce niveau de contrôle-là, il y a le contrôle du régulateur aussi qui arrive pour s'assurer que les équilibres dans les fonds sont respectés, que l'objet pour lequel les fonds ont été créés sont respectés. Et après ce niveau de contrôle encore, il y a les commissaires aux comptes qui viennent s'assurer que pour chaque fonds, tout est respecté, que ce soit sur le plan réglementaire, que ce soit sur le plan des contrôles, de la comptabilité. La société elle-même, elle est contrôlée par les commissaires aux comptes. Donc, c'est
pour assurer les investisseurs que, en termes de sécurité et fiabilité, un marché aussi réglementé, avec autant de niveaux de contrôle, permet quand même de garantir un certain niveau de sécurité. Maintenant, toute activité étant liée au risque, on essaye de minimiser au maximum ce risque pour ne pas justement avoir des désagréments, mais les banques, pour le moment, demeurent incontournables sur le marché, que ce soit pour les gestionnaires d'actifs, pour les sociétés de bourse. Maintenant, quitte à chaque acteur de pouvoir drainer le maximum d'épargne qu'il peut en utilisant des canaux qui lui sont spécifiques. Merci. Il y a 6 mois, chaque État de la CEMAC, ou alors 5 des 6 États, publiait la liste des sociétés à venir à la côte. À ce jour, on travaille pour leur émission, mais on a encore le souvenir de la régionale qui avait émis les actions effectivement et que les investisseurs n'avaient pas vraiment suivi. J'ai envie de demander à M. Leb, qui est vraiment société de bourse, qui accompagne ces sociétés-là à leur admission à la côte. Je veux savoir aujourd'hui, à ce niveau, comment on peut faire pour que les investisseurs suivent les émissions qui vont venir. On a très bien compris qu'il y a un réel problème de valorisation dans notre zone, qu'en plus peut-être de ces valos, il faut mettre les titres avec des moins-values et tout. Aujourd'hui, comment on peut faire pour vraiment que les investisseurs suivent cette tendance, que tout le monde soit intéressé par ces différentes transactions ou bien par ces différentes actions pour effectivement améliorer l'attractivité de ce marché, qui vont vraiment s'inscrire dans la droite ligne avec les directives des États de la CEMAC. D'accord, merci de la question. Je l'ai dit tantôt, la problématique primaire pour amener un investisseur à s'intéresser à une valeur, c'est comment dire ça, c'est qu'il perçoit de l'émetteur, je vais dire. On a parlé tout à l'heure des Kifferou, de beaucoup d'autres noms dans cette catégorie-là. C'est pas la même chose de dire que les brasseries, Orange, MTN, seulement sur cette base-là déjà, il y a déjà 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire que la réputation, l'empreinte d'un émetteur potentiel dans son environnement socio-économique est déjà favorable pour le succès de son émission future. Donc, il est question en fait, pour intéresser les éventuels investisseurs, il faut que les émetteurs travaillent à asseoir une empreinte positive sur la communauté à laquelle ils vont s'adresser quand ils vont émettre leur titre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour l'investisseur, c'est effectivement qu'est-ce que je gagne au-delà de ce que l'entreprise me paraît être rentable, bien tourné, bien qui tourne bien, elle est crédible, elle a des résultats intérêts satisfaisants. Qu'est-ce que je gagne? Il y a la question de la fiscalité qui a été évoquée tout à l'heure par M. Dalé. Jusqu'ici, il y a un pas. C'est-à-dire que l'IRCM sur les valeurs mobilières est de 10% actuellement, je crois, au lieu de 16,5% sur les comptes d'épargne. C'est-à-dire qu'il y a une bonification de 6,5%. Maintenant, il reste que sur le compte d'épargne, il y a un plafond de déclenchement. C'est-à-dire qu'il faut atteindre un niveau d'intérêt pour être imposé. Alors que celui qui vient sur les actions, même s'il a 100 francs, dans les 100 francs, on va lui dire qu'on prend déjà l'IRCM. C'est déjà un pas, mais ce n'est pas encore suffisamment incitatif pour encourager le tout venant à venir prendre des actions. Un autre point, la valorisation. Tout à l'heure, c'est M. Omba qui le disait, il y a des promoteurs qui ont une idée arrêtée de la valeur qu'ils veulent, de leur valeur, c'est-à-dire de leur titre, pour ne pas faire la tautologie. Il dit, ça doit coûter 50 000, vraiment structurer un truc, faites en sorte que au bout, on tombe à 50 000. Ce qui n'est pas forcément intéressant pour l'investisseur averti, ce dont on a parlé tout à l'heure, qui, eux, en lisant entre les lignes, pourront démêler le vrai du faux en disant que non, là, cette valeur-là, c'est du factice, c'est pas crédible. Donc, au niveau des émetteurs, maintenant, il y a une nécessaire mise à jour en termes de transparence. C'est-à-dire que est-ce que le gars qui est à Macaque, chez moi là-bas, si je m'en vais m'adresser à lui pour lui dire que je viens sur le marché, est-ce qu'il saura ce que je fais? Est-ce qu'il saura
quels sont mes derniers stades de service. Est-ce que, en fait, il ne faut pas seulement que ça nous donne des formations qui viennent dire à l'investisseur que voilà ce qu'il a fait. C'est un cadre légal, c'est le minimum à faire. Mais avant, il faut véritablement que les entreprises, surtout celles qui sont sur les listes, justement, que dès maintenant, dans les efforts qui sont en train de faire en termes de due diligence pour pouvoir s'arrimer aux exigences du marché, travaillent déjà à ce que le moindre citoyen de la sous-région soit au fait de son activité, ses perspectives, ses difficultés. Voilà, c'est tout ça mis ensemble qui permettra à la fin que quand ces émetteurs-là arriveront effectivement sur le marché, que les titres qu'ils vont apporter soient peut-être pas arrachés par les essais, mais qui soient grandement, pour ne pas dire totalement souscrits, tels qu'ils auront sollicité que ce soit le cas. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Peut-être je reviendrai tout à l'heure avec d'autres questions. Merci. Pour avoir une bonne attractivité de nos marchés, pour avoir une belle liquidité, il est important d'avoir les valeurs. C'est peut-être en ce sens que le règlement de juillet de la COSUMAF, le règlement de juillet 2022 de la COSUMAF a émis de nouveaux produits, notamment les actifs numériques, la finance islamique, le crowdfunding et autres. Docteur, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a de l'espoir pour l'attractivité de notre marché avec ce règlement? Merci, monsieur le modérateur. Je dirais qu'il y a de l'espoir. Et d'ailleurs, beaucoup d'espoir. Je m'explique. Parmi les produits innovants, on a d'abord des produits de capital risque qui peuvent permettre à nos PME de renforcer leurs fonds propres. Et bien avant le renforcement des fonds propres, je vais parler de l'amorçage de l'activité. Les PME aujourd'hui ont leur sempiternel problème de manque de financement. Et cela concerne surtout des petites PME. C'est vrai que monsieur le directeur général a dit tout à l'heure qu'il faut que l'on revoie la définition même de la PME parce que l'approche bancaire de la PME n'est pas la même que celle de l'État. Je dirais, je peux les classer en PME de petite taille et en PME à fort potentiel de croissance. L'on remarque que le tissu industriel de nos pays, de nos économies, est constitué en majorité de ces petites PME qui ont besoin de fonds de démarrage de l'activité. Donc, ils ont d'abord besoin de fonds pour démarrer leur activité, d'autres pour mûrir davantage le projet d'activité. Ceux qui souhaitent mûrir le projet d'activité ont besoin d'un fonds d'amorçage. Mais avant qu'ils ne sollicitent ce fonds d'amorçage, il faut qu'ils sachent qu'ils doivent monter un business plan convaincant qui prévoit non seulement les produits innovants, les produits et services innovants qu'ils vont mettre sur le marché, mais également préparer une politique d'autofinancement pertinente. Parce que pour bénéficier des produits innovants, notamment ceux du capital risque, il faut avoir un projet de société qui définit de façon claire les cash flows de l'entreprise, à savoir les besoins, les ressources, qui prévoit également des scénarios de difficultés de l'entreprise. Si tout cela n'est pas bien ficelé dans le business plan, nos PME ne pourront pas bénéficier de ces outils innovants qui sont mis à disposition par le régulateur. Au-delà de cela, on a la catégorie de produits sous coupe, par exemple. C'est vrai que le règlement CEMAC pourra apporter plus de détails là-dessus, mais c'est un produit qui peut nous permettre de capter des fonds jusqu'à l'international, notamment des pays qui sont intéressés par les préceptes religieux, précisément ceux de l'islam. Mais pour bénéficier de ces fonds, encore une fois,
nos entreprises doivent travailler la confiance, la transparence dans l'information comptable et financière mise à disposition des différents pourvoyeurs de fonds. Si cela n'est pas fait, c'est que les textes seront là, ils seront complets, ils seront beaux, mais ils ne pourront pas produire des résultats escomptés. Il faut donc une transformation parce que dans la pratique, on a par exemple des sociétés qui ont jusqu'à 5 comptabilités. Une comptabilité pour le fisc, une comptabilité pour les actionnaires, une autre pour les obligataires et je ne sais qui d'autre. Donc, il faut un travail de mentalité. Qu'on éduque nos différents émetteurs, nos différentes PME à être sincères, à communiquer une information comptable sincère, susceptible d'être vérifiée par ces différents fonds, ces pourvoyeurs de fonds. Et aussi, mettre l'information à disposition des différentes sociétés. Parce que s'ils ne sont pas informés que l'on a la possibilité de solliciter des financements qui ne soient pas boursiers, alors ils vont demeurer dans leur plainte permanente qui est celle de l'accès au financement. Il faut qu'ils soient d'abord sincères pour bénéficier de ces différents financements et par conséquent bénéficier des différentes réformes entreprises par le comité ministériel de la CEMAC. Par ailleurs, il y a un élément qui est lié à la réforme des conditions d'admission des PME à la bourse. Parce que lorsqu'on est dans le marché des sociétés non cotées, pour ces sociétés en capital investissement, ils investissent parce qu'ils veulent soutenir un projet, donner la possibilité au maximum des PME de se développer aussi. Mais à la fin, qu'est-ce qu'ils font? La plupart sont des capitaux risqueurs. Par conséquent, ils auront besoin de sortir du marché financier. Or, si la liquidité du marché boursier n'est pas présente, si des offres d'achat de titres ne sont pas disponibles, alors ces derniers resteront coincés au marché primaire. Donc, il faut un travail de liquidité globale du marché qui puisse favoriser l'implémentation de ces différents produits financiers qui ont été prévus au chapitre 2 du règlement 01/22 du 21 juillet 2022. Merci. Les États de la CEMAC ont compris que pour sortir notre marché de son problème éternel de liquidité et d'attractivité, il était important d'augmenter les valeurs à la côte. C'est à ce titre que depuis près de 6 mois, nous avons 17 sociétés qui vont certainement arriver à la côte d'ici 2 ou 3 ans. Il faut peut-être les préparer pour leur introduction en bourse. Le règlement du comité ministériel n'est pas resté muet. Donc, nous avons eu ce nouveau règlement qui aujourd'hui réglemente les fonds d'investissement, par exemple. Et nous savons que les fonds d'investissement, une fois qu'ils ont pris les participations, ils ont 2 méthodes de sortie. La cession industrielle, c'est-à-dire ils cèdent à une autre société, la cession financière par la bourse. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un réel espoir pour notre marché. Toujours dans le même règlement du comité ministériel, il y a le compartiment des PME peut-être qui va se créer d'ici là, ce qui va favoriser vraiment l'augmentation des valeurs sur le compartiment B ou ce compartiment de PME. La troisième chose, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait une excellente valorisation de tous les produits financiers. Ça permet quand même d'avoir les investisseurs institutionnels sur notre marché parce qu'eux aussi, c'est des professionnels. Ils ont une connaissance précise de la valorisation. Et enfin, peut-être fragmenter les produits, comme on l'a dit le matin, fragmenter les différents produits pour augmenter le nombre de titres sur notre marché. Ça ne va pas forcément faire évoluer la capitalisation boursière, mais ça va faire qu'il y a des échanges au quotidien. Dans un pays comme le Cameroun, par exemple, où le SMIC est à moins de 50 000 et la valeur des titres aussi autour de ce montant, ce n'est pas évident pour tout le monde d'avoir les différents titres. Et peut-être pour chuter, avant de prendre quelques questions et sortir définitivement de ce panel,
c'est de dire que nous aussi, nous devons faire les efforts à notre niveau, parler auprès de nous de ce marché, éduquer chacun à son niveau, et peut-être d'ici 5 ans, on aura un marché dynamique vraiment viable qui a plus de 30 valeurs, je le souhaite, donc je vous remercie. Peut-être on prend rapidement peut-être 5 questions pour rester dans les temps. Donc, je partage le micro. Ah, ok. Eh ben, ok. Donc, vous avez ouvert tout à l'heure, mais là, je vais commencer par derrière. Bonjour, je me nomme Diongo Cédric, je suis journaliste, je travaille pour le journal Éco Matin. J'ai une question adressée à M. Ongba et peut-être aussi à M. Lep parce que les deux sont concernés. Ma question concerne les contrats de liquidité. La BVMAC a rendu obligatoire en début de cette année la signature d'un contrat de liquidité entre les émetteurs et les sociétés de bourse. Donc, en gros, les émetteurs qui souhaitent faire coter leur titre à la BVMAC ont l'obligation de céder une partie des fonds levés, je pense bien à M. Ongba, ou des titres, 0,2% pour les titres et 5% des financements aux sociétés de bourse pour que celles-ci puissent animer le marché lorsqu'il n'y a pas véritablement de transaction. Alors, dans la cartographie que M. Ongba a fait, on a bien vu qu'entre 2021 et 2022, il n'y a pas eu beaucoup de progrès. Donc, entre janvier et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de valeurs qui sont arrivées sur les compartiments actions-obligations. J'aimerais savoir si ces contrats sont obligatoires. Si oui, pourquoi est-ce que cela ne favorise pas l'animation du marché? Merci. Merci. Je pense que le modérateur a souhaité qu'on ait une série. Donc, j'inviterai les intervenants à prendre note. Bonjour, moi c'est Tachemo, Brice. Ma question s'adresse à monsieur Ongba. Je pense que c'est lui le monsieur en lunettes à gauche. J'ai précisé à gauche, à ma gauche. Bon, nous sommes tous d'accord qu'il est difficile de mobiliser les fonds, notamment via le capital risque, comme madame le disait tout à l'heure. Bon, j'ai personnellement fait des recherches dans les deux principales villes, Douala et Yaoundé, uniquement les sociétés de capital risque. Bon, c'est vrai qu'elles ont l'agrément, mais dans les faits, c'est pas toujours ça. C'est pas toujours ça. Donc, face à cela, moi j'ai entrepris des démarches, notre structure a entrepris des démarches avec le capital risque à l'étranger. Donc, on est tombé sur des gens qui sont très intéressés par ce qu'on fait, mais il se trouve un problème. C'est faire entrer l'argent ici. Donc, j'ai dû faire des démarches au ministère des Finances et ils m'ont dit qu'il y a une loi qui a déjà été votée, mais il faut que le président de la République qui le ratifie, prenne le décret. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est-à-dire, ce n'est pas évident de trouver des ressources ici. On les trouve à l'étranger. Et maintenant, on veut les faire entrer ici pour mener les activités. Donc, qu'est-ce que vous nous proposez de faire, en fait? Et je veux aussi vous faire une suggestion. Parce que la bourse, aujourd'hui, elle est récente. Je ne parle pas de la fusion, hein, je crois que même la Douala Stock Exchange, elle est récente. Et, sauf que les interlocuteurs auxquels vous vous adressez sont un peu plus jeunes. C'est-à-dire, sont un peu plus vieux. Si on va dire ça comme ça, nos parents, ils n'ont pas connu la bourse, ça n'existait pas à leur époque. Donc c'est beaucoup plus nous qui sommes vos interlocuteurs. Sauf que les entreprises qui sont cotées en bourse, c'est les entreprises pour la plupart qui sont créées avant qu'on ne naisse, avant que nous ne naissions en fait. Donc vous voyez, ce n'est pas très évident pour un jeune de comprendre qu'il doit investir dans le coton, même si c'est ce que c'est, ou bien, je ne sais pas trop, je vais prendre quoi comme exemple, ou bien les VA, vous voyez un peu. Donc moi, je vous propose, aux États-Unis par exemple, ils ont créé des indices boursiers pour les entreprises beaucoup plus jeunes, quoi. Je pense que c'est le Nasdaq.
Et donc, il est plus facile pour un jeune qui va mettre 1000 francs ou 10 000 francs, comme madame expliquait, de mettre de l'argent auprès de votre frère qui est peut-être à Macaque. Il va beaucoup plus mettre son argent dans une structure qui va peut-être lui dire qu'on va venir mettre, par exemple, je ne sais pas trop, un téléviseur, des vêtements, des chaussures, je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, c'est un peu cette vision-là que la bourse doit analyser. C'est-à-dire, essayer de voir comment vous pouvez mettre des indices qui vont permettre à ce que les entreprises du domaine électronique, comme le Nasdaq, puissent venir se faire coter là-bas. Par exemple, ici, si vous voyez, il y a beaucoup de financiers dans la salle, parce que peut-être c'est un événement qui touche à la banque, à la finance. En principe, vous deviez aussi avoir beaucoup de jeunes, peut-être un carreau d'étudiants, pour essayer de comprendre. Ce sera très difficile. Vous voyez un peu, l'information sera difficile s'il faut faire transiter l'information de vous vers le grand public. En revanche, si vous faites ça, ça va aller du bouche à oreille, ça ira plus vite. C'est ce qui explique pourquoi il y a un succès, entre guillemets, des entreprises qui font dans la crypto-monnaie. Parce que ça va du bouche à oreille. Il ne faut pas la pousser à la télé. Et vous voyez que c'est un peu ça, c'était la proposition que je voulais faire. Donc ma question, c'est comment faire entrer donc les capitaux ici, compte tenu du fait qu'il y a ce verrou réglementaire. Je pense que le message est passé. Mais vous avez pris une bonne partie du temps de la réponse. Alors, quand on a entendu l'homme aux lunettes, bon, on cherchait tout le monde, tous les hommes. Heureusement qu'il a dit à gauche. Oui, vous avez déjà posé une question, non? D'accord, le modérateur, je fais quoi? La dame derrière. Je ne vois pas de main levée, d'accord. Bonjour tout le monde. Ok, moi c'est Hélène Frédérica, stagiaire à Union Bank of Cameroon. J'ai une question pour les sociétés de PSI. S'il vous plaît, j'aimerais savoir déjà, quand vous collectez l'épargne chez les potentiels investisseurs, qu'est-ce que vous les proposez? Est-ce que vous les proposez des intérêts fixes ou des intérêts proportionnels à leur investissement? Puisque vous collectez de l'épargne, comme vous avez dit, pour investir dans un actif qui a un certain prix et une certaine rentabilité sur le marché. Maintenant, lors de départager, comment est-ce que vous départagez? Est-ce qu'ils ont des intérêts fixes, comme les banques le font sur les épargnes, ou alors c'est selon les montants de chacun? Et deuxième question, s'il vous plaît, est-ce que le gain est garanti aux investisseurs? Nous tous, on a envie d'entendre la réponse. Hein. Oui, modérateur, on continue ou bien on prend les 5, d'accord. À l'extrémité, là-bas, la dame. Bonjour, je suis Marie-Christiane Maillot. J'ai 2 questions, mais c'est toujours lié à la sécurité, en fait, finalement, de l'investissement, de l'épargne. La question que je me pose, parce que tout à l'heure, j'ai entendu parler de due diligence, c'est de savoir, notamment pour la société de bourse et les sociétés de gestion de portefeuille, est-ce que quand vous allez justement auprès des particuliers à qui vous proposez vos produits, ou alors des investisseurs potentiels, est-ce qu'il y a une due diligence qui est faite en amont? Si oui, est-ce que les résultats sont communiqués aux potentiels investisseurs, vraiment en termes de tout, valorisation de cibles, etc., quelle est la méthode qui est utilisée, qu'est-ce qui justifie que l'entreprise dans laquelle je veux investir va véritablement être rentable, viable, pérenne sur plusieurs exercices. La deuxième question, c'est par rapport à la sécurité, mais en termes de sanctions. Est-ce que si aujourd'hui je confie mon épargne à M. Cédric Ndalet, comment est-ce que si par exemple la société, elle ferme demain, votre société, elle ferme demain, comment est-ce que je fais pour récupérer? Est-ce qu'il y a un système d'assurance qui est mis en place pour garantir que finalement, je vais quand même récupérer une partie de ce que j'aurai? Est-ce que c'est le fonds qui est en banque qui me le garantit? Ou alors, est-ce qu'il y a une véritable sanction, il y a des véritables sanctions mises en place par le régulateur finalement pour encadrer? Parce que l'encadrement textuel, il existe, on le sait, mais pratiquement, qu'est-ce qui est véritablement fait pour sécuriser en fait l'épargne à votre niveau? Parce que pour les banques, on sait qu'il y a des assurances, on sait qu'il y a une autre chose, mais à votre niveau, on ne sait pas trop. Et c'est peut-être ça aussi qui est... Merci. Merci. Alors, ça montre bien qu'on a envie d'investir, mais on veut être sûr, quoi. Et de la rentabilité et de la sécurité. Juste devant la dame. Ça va faire 5 après c'est ça? Très bien. Celui-ci.
Il y a beaucoup de monsieur. Bonjour, je suis Dr Isidore Bikoko. Ce matin, depuis la première intervention, on a dit on n'a pas fait intervenir toutes les couches, sauf les financiers qu'on a dans la salle à majorité. Moi, je ne suis pas financier. Par contre, ma question que je veux poser résume un peu celle de toutes ces parties qui auraient souhaité être là. Ça concerne les entreprises de bourse, mais également les intermédiaires. Plus particulièrement, quelle est la démarche que vous avez mise sur pied pour intéresser l'autre, l'investisseur, c'est lui qui est à la recherche du financement, et comment collaborez-vous avec les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant? Parce que depuis que nous parlons de finances aujourd'hui, la PME a été longuement débattue ce matin pour dire qu'elle a envie de rentrer dans l'entrepreneuriat innovant. Et de plus en plus, avec le décret 2020 du 22 janvier, je crois que ce décret du Premier ministre régit quand même l'accompagnement de l'entrepreneuriat innovant au Cameroun. Donc, quel est, je peux dire, le rapport qui naît ou qui s'établit entre vous et ces structures? Moi, j'ai un accélérateur d'entreprise aujourd'hui et j'ai donc des startups que j'accompagne au quotidien depuis quelques années déjà. Et le vrai problème, c'est le rapport qu'il y a entre vous et eux. Donc, comment vous pouvez collaborer avec nous pour que, dès que j'entends sensibilisation, éducation financière, accompagnement, qu'on essaye peut-être de vous apporter aussi une proposition ou un accompagnement là-dessus. Merci. Merci. Nous avons pris la vague des 5 premières questions en fonction du temps qu'on aura. Si le modérateur peut encore nous accorder une autre série après, ça dépendra de lui. Donc, nous avons pris les 5 questions. La première question, elle est relative. Je rappelle d'abord les 5 questions. Après, je passe la parole aux différents panélistes pour répondre très rapidement. Donc, la première question, c'était sur le contrat d'animation. À quel niveau il se situe aujourd'hui, ce contrat d'animation? La deuxième question, c'était les difficultés aujourd'hui que les investisseurs ont à venir avec les fonds dans notre zone. La troisième question, c'était de savoir, lorsqu'on investit dans une société de gestion de portefeuille, est-ce que l'intérêt est fixe? Est-ce que le gain est garanti? La quatrième question, c'était lorsque nous faisons la due diligence, est-ce qu'on présente les conclusions? Comment on fait pour sécuriser l'épargne? Et la cinquième question, c'est quelle est la démarche aujourd'hui pour qu'il y ait l'innovation sur ce marché et quels sont les différents partenariats que la plateforme peut mettre en place pour accélérer ce marché? Donc la première question, peut-être à M. Omba. M. Omba, le contrat d'animation que vous avez signé en début d'année, il est à quel niveau? Bien, ce que je vais commencer par donner l'historique en fait des contrats de liquidité. Pour ceux qui observent assez bien les textes de la BVMAC, vous allez vous rendre compte que dans l'instruction relative aux conditions d'admission à la cote de la BVMAC, il est mentionné que la BVMAC peut demander, selon les caractéristiques de l'émetteur, que ce dernier signe un contrat de liquidité avec une ou plusieurs sociétés de bourse. Donc, ça, c'est déjà c'est le préalable. Il faut savoir que c'est clairement mentionné dans les instructions de la BVMAC. Ces instructions sont disponibles sur notre site, vous pouvez les constater. Alors, ce qui se passe, c'est que par la suite, on a constaté que régulièrement, le comité d'admission de la BVMAC avait tendance à rappeler cette recommandation aux émetteurs lorsqu'il analysait les dossiers. Le comité s'est donc dit, bon, c'est peut-être plus simple de prendre une simple instruction dans laquelle on va systématiser ça, puisque les textes nous donnent la latitude de demander ça à chaque fois. Au lieu de demander à chaque fois, on préfère systématiser pour que ce soit comme une règle et qu'on n'ait pas à alourdir la procédure lorsqu'il faut admettre un titre à la cote. Parce que lorsqu'on admet un titre à la cote, on reçoit un dossier, nous analysons ce dossier. Si nous estimons qu'il faut ajouter des éléments, nous sollicitons une fois de plus l'émetteur ou son arrangeur pour qu'il nous apporte les éléments dont nous avons besoin. Et ça peut allonger la durée de la période d'admission. Donc, pour rendre ça plus rapide, on s'est dit, on va mettre sur pied une instruction dans laquelle on va solliciter que ces contrats soient mis sur pied. Ça, c'est la première chose. Ce que nous avons constaté, c'est que sur les sociétés qui se sont pliées à cette injonction, notamment la régionale,
on constate une nette amélioration au niveau de la liquidité du titre de la régionale. Sur l'année passée, on était à moins de 1 comme turnover, mais sur cette année, on constate que malgré le faible volume de titres de la régionale qui sont en circulation, la régionale a le taux de rotation l'un des plus élevés, je pense le deuxième taux le plus élevé sur les titres qui ont été transigés sur les 3 premiers trimestres de l'année. Ce qui signifie et ce qui nous démontre bien que le contrat de liquidité a un effet positif sur la liquidité du titre. C'est-à-dire que lorsque ce contrat est mis en place, cela a tendance à améliorer la liquidité du titre. Il y a plus de transactions. Il y a une société de bourse, je ne vais pas faire sa publicité, qui assure la liquidité sur ce titre et nous constatons que régulièrement, ils font des transactions sur cette valeur. Donc, c'est le point que je pouvais faire sur ce premier point. Difficulté de faire venir les fonds dans notre zone, peut-être avec le règlement du comité ministériel. On attend le règlement général, on attend la création des fonds pour voir si effectivement on aura encore ces difficultés, peut-être. Monsieur Omba, dans votre ancienne vie, vous étiez à la Banque centrale. Effectivement, ce que j'allais dire, nous avons dans la salle un ancien directeur national qui connaît assez bien ces problématiques parce qu'il les a gérées, il les a touchées du doigt. Je pense qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui puisse avoir une meilleure visibilité et une très bonne expérience. Il faut voir que pour la question des transferts des flux de revenus entre les États de la CEMAC et l'extérieur, il y a des questions de réglementation de change à régler. Et l'ensemble de ces questions a été traité dans le cadre d'un règlement. Et ce règlement subit une application actuellement qui est assez stricte. Il semble, le directeur général de la BVMAC a engagé des démarches pour qu'on puisse créer une sorte un canal à l'intérieur de ce règlement, un canal qui puisse faciliter les activités pour les investisseurs ou alors ceux qui veulent faire des opérations sur le marché financier. Mais c'est vraiment encore au niveau de la phase des réflexions préliminaires. Il s'est engagé déjà auprès de certains investisseurs parce que la même problématique se pose lorsqu'il faut rapatrier les revenus. Alors, les sociétés de bourse et les banques qu'on a constatées, particulièrement les banques, nous ont rassurés en disant que non, il faut simplement que l'investisseur qui veut faire entrer des capitaux sur le territoire de la CEMAC, qu'il déclare les revenus, qu'il explique le motif pour lequel il fait rentrer ces revenus. Et lorsqu'il faut faire ressortir les revenus, il faudrait que le motif qui amène la demande de sortie des revenus corresponde à l'objet initial de l'opération. Il ne faudrait pas que ce soit lié à une autre activité qui pourrait s'apparenter peut-être soit du blanchiment ou je ne sais pas, au financement d'une activité, une activité illicite. Donc, ce sont les quelques éléments que je peux donner sous réserve. Peut-être que l'ancien directeur national ici nous donne de meilleures précisions là-dessus. Merci. Nous sommes vraiment tenus par le temps. Il y a déjà le modérateur général qui me regarde. Peut-être on va d'abord avancer. Donc, une autre question à M. Dallet, celle de savoir, est-ce que les gains sont garantis dans votre société de gestion de portefeuille? Si je mets 10 000, j'ai 20 000 à la fin d'année? Si je dis ça, M. Kofi m'enlève mon agrément demain. Il est assis, il attend cette réponse. Mais avant de répondre à cette question, je vais un peu revenir sur la question du monsieur qui parlait tout à l'heure des indices boursiers. Vous savez, en Afrique centrale, on n'a pas encore d'indices boursiers. Mais on a une alternative à ça. Ce sont les fonds communs de placement. Quand vous achetez un titre, une part de fonds communs de placement, vous n'achetez pas un titre, vous achetez un panier de titres. C'est-à-dire que si mon fonds commun de placement, c'est un fonds action, et que dans ce fonds, j'ai plusieurs sociétés qui font dans plusieurs domaines, en achetant une part de ce fonds-là, vous achetez une part de chaque société, malgré les montants fractionnés. Donc pour le moment, c'est l'alternative qui existe ici. Il y a 11 sociétés de gestion de portefeuille, dont 9 sont ici au Cameroun. Elles sont toutes présentes. Vous vous rapprochez de chacune d'elles pour savoir
comment est-ce que vous pouvez souscrire à ces fonds. C'est vraiment c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Il ne faut pas être multimilliardaire comme des gens pensent généralement pour avoir accès à ce marché-là. Avec 100 000 francs, 200 000 francs, pouvoir avoir accès à un fonds commun qui, lui, derrière, fera ses placements à votre place. Donc ça, c'était pour la partie indice boursier. Mais tout à l'heure, on a parlé avec le DG de la BVMA, il a dit qu'il y a un projet qui va dans ce sens, créer un indice boursier justement sous-régional qui va peut-être aussi répondre à votre préoccupation. Maintenant, pour revenir à la question de la dame, les sociétés de gestion de portefeuille, lorsqu'elles commercialisent leurs fonds communs de placement, elles prennent d'abord le soin d'émettre ce qu'on appelle une note d'information et une note d'information détaillée. Ces notes d'information sont d'abord transmises à la COSUMAF qui va valider la note d'information dans le dossier d'agrément du fonds. Donc, quand on vient vers un client, on lui dit, nous, on ne vous vend pas un taux, mais on vous vend une performance. C'est-à-dire, si vous investissez chez moi, voilà les titres dans lesquels je compte investir, voilà comment ils se présentent, et la performance actuelle de ces titres est évaluée à tant de temps. Si, avec les transactions que nous réalisons sur ces titres au quotidien, voilà un peu la performance à laquelle nous comptons arriver au terme d'une certaine période. Donc, ce n'est pas un taux qui est fixe comme dans un DAT. Aucun fonds commun de placement ne peut vous vendre un taux fixe. Ça n'existe pas. Mais par contre, le gestionnaire va vous faire comprendre que dans le type de fonds que vous voulez investir, il va acheter des titres qui sont apparentés, qui sont liés à tel marché. Ces titres sont cotés à tel taux. Et voilà un peu la rentabilité que vous pouvez espérer en investissant dans ce fonds. Donc, on parle ici de rentabilité espérée. Je peux vous dire, par exemple, s'il vous dit la rentabilité attendue serait peut-être de 4% ou de 5% en fonction des titres dans lesquels ils investissent, mais il se trouve qu'au finish, le fonds performe à peut-être 7%, voire 8%. Parce qu'il faut comprendre que les gestionnaires d'actifs, eux, ils n'achètent pas justement les titres pour les garder. Ils achètent les titres pour faire fonctionner le marché. Donc, ils achètent en fonction de l'opportunité qui se présente. Ils peuvent les revendre, avoir la plus-value qui va aller justement dans le fonds. Ça va faire augmenter la valeur du fonds en fonction des titres qui sont disponibles. Quand ils récupèrent de la trésorerie, ils investissent dans un autre titre en fonction de l'objet du fonds, justement, qui peut être mieux rentabilisé et ainsi de suite. Ce qui fait que, à terme, votre rentabilité, quand vous allez, et vous avez la possibilité justement de suivre cette rentabilité aussi. Chaque semaine, c'est-à-dire chaque semaine, votre gestionnaire est tenu de vous envoyer votre rapport de gestion hebdomadaire. C'est-à-dire, vous montre votre levée de compte, les résultats des performances. Il doit publier. Ça, c'est une exigence réglementaire. Chaque semaine, on doit publier une valeur liquidative. Tout à l'heure, quand je parlais quand j'ai pris la parole, je vous ai expliqué que la valeur liquidative, c'est la valeur d'achat ou de vente d'une part de fonds. Au départ, quand on lance un fonds, la part est à 10 000 francs. Si aujourd'hui, vous arrivez dans mon fonds, il est peut-être à 11 000, 12 000, ça veut dire que pour entrer dans mon fonds, vous devrez débourser maintenant 12 000 et non plus 10 000. Les 2 000 étant la plus-value réalisée sur les transactions réalisées par le gestionnaire. Et cette performance-là, vous pouvez la suivre au quotidien, de façon hebdomadaire. Et maintenant, à vous de décider, vous qui êtes l'investisseur, en fonction de l'objectif que vous vous êtes fixé. Vous vous dites, si par exemple, je voulais avoir peut-être du 5 ou du 6% au bout d'un an, et que j'arrive, le fonds n'est pas encore à ce niveau, vous pouvez entendre encore un peu pour que ça atteigne à ce niveau-là, ou vous pouvez décider de faire un rachat, c'est-à-dire de céder vos parts à quelqu'un d'autre qui sera intéressé. Et ça aussi, ça se fait généralement avec votre gestionnaire. Maintenant, en termes on a parlé de sécurité, je parlé d'assurance des fonds pour les sociétés de gestion d'actifs. Avant de répondre, oui, la méthode de valo, oui, je reviendrai dessus. Pour la valo, on va revenir dessus. C'est vraiment très simple. C'est très simple. Pour ce qui est des assurances, déjà, si vous
pour faire le parallèle, si vous connaissez le fonds de garantie des dépôts en Afrique centrale, il a été créé, je crois, en 2010. Il a été créé en 2010 alors qu'on a des banques qui existent depuis quasiment les indépendances. On a des banques qui ont 40-50 ans. Donc, entre la date de création de ces banques-là et la date de création du FOCADAC, il y a eu un temps qui s'est passé. Et c'est justement suite à des réponses des chocs sur les marchés, les chocs bancaires, les grands chocs bancaires qu'on a connus dans les années 90, que la Banque centrale et la Commission, la COBAC, ont décidé de mettre en place un fonds de garantie qui permettrait de couvrir d'une certaine manière les dépôts des épargnants. Et même jusque-là, bien que ce fonds ait été créé, il y a des clients de certaines grandes banques qui ont fait faillite, qui jusqu'à présent n'ont pas encore récupéré la totalité de leurs investissements. Donc c'est pour vous dire que le projet de loi, le texte sur la création d'un fonds de dépôt des investisseurs sur les marchés a été créé. Je pense qu'il sera mûri, il sera réfléchi et sera mis en place. Pour le moment, nous n'avons pas d'assurance, c'est-à-dire une assurance au sens premier du terme, c'est-à-dire quoi, une compagnie d'assurance à qui nous payons des primes pour garantir les dépôts de nos épargnants. Non. Mais par contre, dans le mécanisme de traitement de l'épargne que nous avons, nous pouvons vous assurer que le niveau de contrôle qu'on met sur l'activité de gestion de portefeuille, je ne sais pas s'il y a une autre activité qui est aussi contrôlée. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous avec les sociétés de bourse. Parce que chez nous, on a le dépositaire d'abord. Avant le dépositaire même, c'est d'abord à l'agence de la banque. Quand quelqu'un vient faire un dépôt là, le KYC, on lui fait remplir des fiches, on vérifie sa source de revenus. Avant la banque, nous-mêmes, en interne, on a un KYC qu'on fait remplir aux clients. C'est-à-dire, en fonction du client qui vient, on ne peut pas prendre tout type de dépôt, malheureusement. Pour le moment, on ne peut pas. Parce qu'il y a des exigences de blanchiment derrière. Ça, c'est le premier palier de contrôle. Au niveau du dépositaire, tout à l'heure, je l'ai expliqué, c'est que l'objet de financement qu'on reçoit de nos clients, nous sommes tenus d'investir en fonction de l'objet du fonds. Si nous avons un fonds monétaire, nous investissons dans les actifs monétaires, c'est-à-dire court terme inférieur ou égal à 1 an. Ou si c'est un fonds obligataire, nous avons l'obligation d'investir dans des titres obligataires cotés ou sur le marché financier ou sur le marché des titres publics. Donc, ces titres-là, pour ce qui est du marché des titres publics, les émetteurs, généralement, ce sont les trésors des États, généralement. Et derrière, il y a un mécanisme du compte d'amortissement de la Banque centrale. C'est-à-dire que chaque fois qu'un trésor émet un OTA, une obligation de trésor assimilé ou un bon du trésor, derrière, la Banque centrale prélèvera dans le compte du trésor qui est logé à la Banque centrale un certain montant pour enflouer le compte d'amortissement. Et à l'échéance, le mécanisme de règlement livraison va s'effectuer. Donc là, au moins, l'argent qu'on reçoit, on l'investit directement en titre. On ne le garde pas dans notre trésorerie, dans nos comptes, pour vous promettre un rendement à la fin. Parce que nous, on ne fait pas de crédit à la clientèle. Comment est-ce qu'on pourrait performer des fonds si on ne réussit pas à les placer? C'est pareil pour les titres qui s'échangent à la BFMAC. Vous pouvez espérer vendre un titre avec une cote ou une décote. C'est comme ça que les fonds actions fonctionnent, c'est-à-dire en fonction de la plus-value qui est réalisée sur les performances émises par les émetteurs. Nous, les gestionnaires d'actifs, on se base dessus pour faire justement notre analyse à nous. On dit, OK, on estime que dans 6 mois, cette action va valoir tant. Si on cède de tel nombre, on récupère telle quantité en cash et derrière, on alimente notre fonds, on va sur notre titre, ainsi de suite. Donc voilà les principaux, c'est le deuxième niveau de contrôle au niveau du dépositaire. Dans le troisième niveau de contrôle, c'est le régulateur. Chaque semaine, je suis tenu de leur envoyer l'évolution de mes fonds, la liste de mes souscripteurs. Je suis tenu de leur envoyer, on appelle ça le reporting COSUMAF. Chaque semaine, c'est-à-dire ils voient l'évolution, les performances, ils regardent la constitution même de mon portefeuille pour savoir si ça respecte le cahier de charges que j'avais rempli lorsque je demandais l'agrément pour créer mon fonds. Je leur envoie ça chaque semaine, ils vérifient.
le quatrième niveau de contrôle, c'est au niveau des commissaires aux comptes. Parce que naturellement, quand ils viennent contrôler mes comptes, ils viennent pour s'assurer que je ne fais pas, je reporte normalement mes comptes. Bon, vous êtes de Deloitte, donc vous savez de quoi il s'agit. Mais pour ceux qui sont dans la salle, c'est que le commissaire aux comptes vient contrôler. Il s'assure que vous respectez la réglementation COSUMA, vous respectez la réglementation, que ce soit OHADA ou IFRS, et que votre contrôle interne est assez efficace pour permettre justement ces désagréments de faillite-là. Et maintenant, en cas de faillite, qu'est-ce qui se passe? Là aussi, vous avez posé la question là-dessus. Si je puis me permettre, on a dépassé déjà de 30 minutes le délai extrême. Alors c'est vrai que ça, c'est vraiment digne d'un exposé d'université, mais je vais vraiment demander au modérateur d'aider nos panélistes pour qu'on puisse raccourcir autant que possible les réponses. Donc, on prend directement la dernière question, hein, c'était de savoir les démarches aujourd'hui pour intéresser les investisseurs avec les innovations. Donc je pense que la BVMAC, elle est ouverte et le régulateur aussi. Dans mon ancienne vie de régulateur, on recevait vraiment tout le monde, tous les courriers et on répondait. Donc, à l'avant-dernière question, celle de savoir, une fois que nous avons ciblé les sociétés cotées, comment on fait pour sécuriser l'épargne et les due diligence. Bon, vraiment, je fais rapidement un schéma. Donc, on cible la société, on fait l'exécutif summary qu'on envoie aux différents investisseurs. Après l'exécutif summary, ils peuvent avoir la réponse. Ils signent l'accord de confidentialité, on leur envoie le pitch deck. Après, le pitch deck qui va vraiment présenter la société sur maxi 12 pages, ils peuvent effectivement passer à la due diligence et on va distinguer deux types de due diligence, la due diligence acquéreur et la due diligence vendeur. Après la due diligence, si on estime qu'il n'y a pas tellement d'anomalies de nature à refuser le deal, la société peut avancer. Mais si on estime que ça ne se passe pas bien, la société peut arrêter. Donc voilà globalement les réponses aux 5 questions. J'aurais voulu faire un dernier tour de table, ce n'est pas possible malheureusement. Je vous remercie. Alors, elle est toute triste. Elle n'a rien entendu sur la valorisation, c'est ça? Alors, il dit après, d'accord? Donc, on reste en contact. Vous restez avec nous tout à l'heure pour la photo, mais moi, je me rends compte qu'on ne peut pas régler la question de la liquidité en silo. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde travaille ensemble. C'est ça le problème. Comme le dit au niveau d'élite, ils disent que tant que les investisseurs n'ont pas l'information, ils ne viendront pas. Donc, même si on les informe qu'ils arrivent, on dit, bon, c'est trop cher. Donc, il faut casser les FCP, il faut fractionner également les actions. Bon, même si on fractionne les actions, apparemment, il faut aussi de l'information. Il faut qu'il puisse avoir de la transparence sur les documents pour analyser les titres. Bon, même si c'est le cas, il faut encore beaucoup de sociétés. Bien sûr, on a les 17 qui arrivent, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on puisse avoir les sociétés privées. Il y a des fonds de private equity qui veulent bien rentrer dans les startups et sortir par la bourse. On veut bien qu'elles puissent sortir par la bourse. Mais pour qu'elles sortent par la bourse encore, il faut aussi qu'il y ait de la liquidité. Donc, on s'adresse les uns aux autres. Après, on dit que, bon, tout le monde veut aller sur des FCP, mais il faut la digitalisation. Donc, tous les acteurs, et la bourse, et les asset managers, et le régulateur, et les sociétés de bourse, et les conseils, tout le monde, et les avocats, tout le monde est impliqué pour qu'on y arrive. Et puis enfin, même si on veut bien, il y a le fixing. On se demande, bon, quand on va passer du fixing au continu? Donc, même si on enlève le fixing, il y a encore le fait que c'est combien de jours de cotation? 3 jours. Donc, ce n'est pas une seule personne, c'est tout l'écosystème qui doit se mettre ensemble en même temps pour faire avancer les choses sur le marché. Merci infiniment. Je voudrais qu'on puisse saluer fortement notre modérateur, Jean Hamel. Ils vont se tenir debout pour la photo de famille. Nous allons aller tout de suite au déjeuner. Où est le photographe qui est là? Et puis surtout, je veux dire merci à tous les participants parce que vous posez des questions qui sont fantastiques. On n'arrive même pas à répondre à toutes les questions. J'aimerais que vous puissiez vous ovationner vous-même. Ah oui, je dois être là, non? Merci infiniment. Vous êtes invité au déjeuner. Donc, on va manger rapidement. Jean, en 30 minutes. C'est possible, non? Et puis, on revient dans la salle pour la suite de la journée.
Je vous souhaite un très bon appétit. On va travailler aujourd'hui toute la journée sur le marché. Il faut qu'après ça, on puisse mobiliser l'épargne pour transformer notre économie. À tout à l'heure. Merci. Merci Serge. Business évolue et grandissent. Chez Perenity Software, nous nous sommes donnés pour mission d'accompagner nos clients en garantissant la réussite et la pérennité de leurs projets. Comment? Quel que soit votre champ d'activité, nous avons développé pour vous des solutions fiables qui combinent efficacité et souplesse, couvrant l'ensemble de vos processus métiers pour garantir l'excellence professionnelle et l'optimisation de votre performance opérationnelle. Tout ceci à travers des modules homogènes et finement conçus pour répondre à vos besoins. La solution Manar offre une intégration front-to-back globale pour des stratégies précises et réfléchies. Modulaire, ouverte, évolutive et fortement paramétrable, la suite Manar permet également une flexibilité hors norme, garantissant une adaptation sur mesure aux besoins de nos clients. Nous mettons également à disposition de nos partenaires l'expertise et l'accompagnement sans faille de nos équipes, composées de directeurs de projet, chefs de projet et de consultants technico-fonctionnels.